Merci à toutes et tous de vous être connectés pour ce webinaire qui va porter sur la biodiversité végétale de la Réunion, de la pratique traditionnelle à l'identification de molécules bioactives. Donc moi, je suis Olivier Meillac, je suis directeur de recherche à l'INSERM à l'île de la Réunion, dans une unité qui s'appelle D3 pour diabète, athérothrombose, thérapie, Réunion Océan Indien. Donc c'est vrai qu'on traite des complications métaboliques avec en particulier le diabète et aussi les complications neurovasculaires du diabète. Vous entendrez tout à l'heure Nicolas qui va vous en parler. Et on pensait qu'il était intéressant de faire un point sur ce qui se fait de la pratique traditionnelle de l'utilisation de plantes médicinales jusqu'à l'identification de molécules bioactives. Et vous aurez donc trois intervenants successifs. Dr Claude Marodon, qui est pharmacien ethnopharmacologue, le professeur Nicolas Diotel, qui est professeur en neurologie, qui va vous parler des travaux qui sont réalisés au laboratoire, mais pas que sur les effets métaboliques et neuro d'extraits de plantes et le professeur Shaker Al-Kalamouni qui, lui, va vous expliquer tout le process jusqu'à l'identification de molécules en vous parlant probablement, prenant quelques exemples des applications qu'il peut y avoir sur les pathologies infectieuses, la lutte antivirale ou, je ne sais pas, je n'ai pas le contenu de ces diapos, mais possiblement quelques exemples aussi métaboliques s'il en a. Alors, la petite mauvaise nouvelle, c'est que Claude Marodon n'est pas parmi nous, mais la bonne, c'est que on a pu enregistrer son intervention et donc vous ne pourrez pas poser en direct des questions à Claude, mais je lui en ai posé quelques-unes à la fin de sa présentation. Et comme il était un tout petit peu long dans son exposé, je me suis permis de couper quelques séquences. Si vous le permettez, on va commencer par la présentation donc, de Claude Marodon, qui est pharmacien donc, de formation et qui a été un des pionniers pour l'inscription en particulier des plantes réunionnaises à la pharmacopée française à partir de tout ce qui est ethnopharmacologie. Donc, je vais vous partager cette vidéo. Juste un petit pouce si vous entendez bien et si j'espère que ça fonctionne. Et je mets le play. Olivier, merci, bonjour à tous. C'est vrai que depuis 25 ans que nous travaillons sur la reconnaissance des plantes, nous avons acquis une certaine expérience. Et comme à La Réunion, la prévalence du diabète est très importante, je vous ferai un petit focus sur les plantes et le diabète. Alors, si les plantes à La Réunion, j'allais dire, ont été mis en avant, c'est grâce à cette association qui aujourd'hui, c'est une association qui fait partie de la Société française d'ethnopharmacologie, mais aussi l'International Society of Ethnopharmacology. Et nous sommes réunis en réseau avec tous les Outre-mer, puisqu'il y avait un retard, en fait, d'inscription des plantes de l'Outre-mer. Et cette association est j'allais dire, expérimentée, et on va du tisaneur tradipraticien jusqu'à la personne qui aujourd'hui est chargée de cultiver les plantes pour préserver notre belle biodiversité à l'île de la Réunion. Alors, nous avons dans l'association multiples missions qui essentiellement est celle de promouvoir l'utilisation des plantes par des enquêtes ethnobotaniques, que ce soit auprès des tradipraticiens ou des familles, des personnes qui détiennent une parcelle du savoir traditionnel. La validation scientifique, évidemment, est requise pour pouvoir passer de la plante au laboratoire, mais aussi de valoriser et développer les ressources végétales locales, puisqu'à la fin de ce process, une fois que la plante est inscrite à la pharmacopée, elle peut être prescrite par les médecins, distribuée et délivrée par des pharmaciens, mais aussi elle garantit surtout aux patients et aux consommateurs d'avoir une plante qui a été validée scientifiquement. Et donc, on a une responsabilité de formation, de communication, mais aussi d'expertise. Les origines des plantes décrites à l'île de la Réunion aussi ont une originalité, puisque nous sommes un territoire multiculturel.
et que nous connaissons que la population d'origine, bien sûr, était malgache et européenne, mais les apports ensuite d'Afrique, de l'Amérique du Sud, de l'Inde, de la Chine, même de l'Australie, nous donnent une culture, une richesse en termes de pharmacopée, et on pourrait dire même qu'il y a plusieurs pharmacopées à l'île de la Réunion. Ce sont des pharmacopées qui sont des pharmacopées de métissage, puisque chaque apport de population nous donne en fait son savoir, mais aussi une pharmacopée originale, puisque nous décrivons des usages de plantes endémiques, donc des plantes qui n'existent qu'à La Réunion. Alors la tradition et la méthodologie d'inscription est un vrai parcours du combattant, puisqu'on va passer de l'observation ethno traditionnelle par des enquêtes et puis des détails qui sont aussi importants que le moment de la récolte, la partie de la plante qui est utilisée, la saisonnalité, les critères géographiques, d'altitude, météorologique, etc., à cette description des allégations qui sont empiriques. Et chaque allégation fait l'objet d'un recensement dans une base de données. On en a plusieurs à la Plamedum pour pouvoir permettre de ensuite faire des recherches croisées. Et nous devons répondre à des critères qui sont l'expertise botanique, les constituants chimiques, les formes d'utilisation pharmaceutico-traditionnelles, les indications thérapeutiques, les conditions d'utilisation, mais aussi pour assurer une sécurité d'emploi, les effets indésirables, les contre-indications, les interactions avec la médecine académique. C'est très important aujourd'hui, puisqu'on sait que beaucoup de gens utilisent les deux médecines traditionnelle et académique, et le médecin et le personnel de santé doit savoir justement si on peut les utiliser parallèlement. Et bien sûr, la pharmacologie et la toxicologie et tout cela dans une bibliographie scientifique. Et donc, on note en fait les plantes avec cinq notes de critères: l'innocuité principalement et l'efficacité, les deux critères de l'Organisation mondiale de la santé, et aussi des critères d'endémicité, de productivité et d'exploitabilité agricole pour préserver la connaissance particulière des plantes endémiques, mais aussi la ressource que l'on doit garantir pour pouvoir permettre une pérennisation de l'usage. Il serait malheureux qu'une plante exceptionnelle dont, protégée par exemple, fasse l'objet d'un usage abusif et qu'ensuite, eh ben, on la perde. Et notre devoir, notre responsabilité est aussi d'assurer cette ressource par des productions de plantes. Et aujourd'hui, on peut dire que ces cinq critères font que nous avons pu inscrire au moins 34 plantes à ce jour à la pharmacopée. Alors, j'ai fait un focus sur une plante qui m'est chère, c'est la yapana, pour montrer que par sa composition, en thymoquinone, j'allais dire, radicaux libres, en iapanine coumarine pour la coagulation, et en quinoxaline, en dérivé de la quinoxaline, qui est un antibactérien des bactéries pathogènes du tube digestif. Eh ben, nous recoupons en fait les usages traditionnels qui sont la cicatrisation des plaies, il ne faut pas l'oublier, l'IAPANA qui est digestif, et l'aspect antiviral lié à la thymoquinone. Et c'est cette méthodologie que l'on va appliquer avec toutes les plantes que l'on inscrit à la pharmacopée pour en faire un tableau qui est celui que vous voyez à l'écran, qui est disponible d'ailleurs sur le site de la Plamedum pour ceux qui souhaiteraient l'imprimer, et qui recense 34 plantes qui sont donc validées, chacune d'entre elles, par soit des études de composition ou de pharmacologie, soit des études pour certaines cliniques. C'est un peu le Graal lorsqu'on obtient une étude clinique sur une plante, hein, puisque c'est une question et de moyens et de temps. Mais aussi, on les classe par trois, j'allais dire, registres: celui de la liste A à usage interne et externe. C'est un peu le côté sécure, ce sont les trois premières lignes.
les plantes qui sont plutôt orientées vers un usage externe, en raison du dosage nécessaire pour l'utilisation interne, ou même certaines qui ne sont à usage externe exclusif. Et la dernière ligne, qui sont des plantes plutôt toxiques, dont le dosage doit être validé et l'usage encadré par le corps médical, puisqu'il y faut surveiller des effets secondaires. Pour pouvoir vous permettre de faire un focus sur les plantes du diabète, moi je les ai classées en trois catégories: les plantes alimentaires ou nutricaments, les épices et les plantes aromatiques et médicinales. Et ça vous permettra à ce moment-là de voir la, l'application plante par plante de plantes qui sont utilisées quotidiennement à l'île de la Réunion. Alors nous avons le margose, qui est une plante plutôt de la cuisine créole, mais qui est aussi une plante médicinale qu'on retrouve dans le monde entier, puisqu'il rentre dans le régime d'Okinawa en tant que beef butter concomber, mais aussi concombre côtelé. C'est le composé de la mormodicine qui se trouve à l'intérieur de cette plante, qui va nous donner son critère d'efficacité, puisqu'il agit comme une insuline. C'est un polypeptide insulinomimétique, et une régénérescence des cellules de bêta du pancréas est observée lorsqu'on l'utilise de façon régulière. Inconvénient, une précaution d'emploi est nécessaire, puisque on observe une activité hypoglycémiante, et donc le risque d'hypoglycémie n'est pas négligeable. Et cette particularité fait que nous avons plusieurs variétés de margose qui font que du plus amer au moins amer l'utilisation. En tout cas, des études récentes montrent que le bénéfice attendu sur l'utilisation avec d'autres thérapies antidiabétiques est intéressante. Et je connais personnellement des patients qui soignent leur diabète en prenant une salade de margose une fois par semaine, et qui s'en portent très bien, complémentairement à leur traitement. On a aussi une plante que l'on connaît très bien dans le monde réunionnais, c'est le mouron, qui lui est la plante assez panacée, puisque on a une activité anti-hypertensive, on a une activité anti-infectieuse, on a une activité donc sur le diabète, en améliorant la résistance à l'insuline. C'est le carvacrol qui a été, j'allais dire, démontré, puisqu'il inhibe la CCF7L2 dans une activité justement anti-diabétique qui est validée. Et cette plante devrait être dans tous les jardins créoles, avec une utilisation régulière, puisqu'on a des études cliniques qui ont démontré son activité. Donc c'est aussi une plante qui a une validation scientifique assez robuste comme activité sur l'hypertension artérielle et le diabète. Nous avons ensuite le cambar. Alors c'est un double message, puisque on sait que dans les régimes antidiabétiques, on incite les personnes à manger des indices glycémiques faibles, comme les ignames, manioc et cambar, plutôt que des euh, médicaments, enfin, des plantes qui sont à indice glycémique fort, et particulièrement le riz et le pain. Et donc, cet exemple, je l'ai choisi parce que c'est issu de notre pharmacopée malgache, qui signifie cambar violet. Quand on sait que cette purée de cambar est aussi un plaisir pour les yeux, ça incite justement à apporter un aliment santé qui est démontré par sa faible richesse en indice glycémique, mais aussi en tant que euh, propriété intéressante complémentaire au traitement par sa diosgénine, à l'issue des médicaments qui sont stéroïdes. Donc, une plante à promouvoir. Alors, cette plante a fait l'objet, donc récemment, puisque les études datent de 2024, par
ces effets antidiabétiques et ces extraits ont été démontrés sur une variété qui s'appelle Dioscorea rotundata, qui est très proche de notre cambar de Dioscorea alata, avec une réduction significative du niveau de glycémie dans le sang, et aussi le profil lipidique est amélioré puisqu'on a une baisse significative et des triglycérides et du cholestérol, particulièrement, j'allais dire, le LDL, et un accroissement du HDL. Et c'est vrai que cette plante devrait avoir une promotion encore plus large. Après le tour d'horizon des plantes alimentaires, on a les épices. Alors les épices, c'est aussi des plantes qui ont une moitié activité médicinale, une moitié activité alimentaire. Et c'est toujours intéressant de voir que les épices peuvent apporter une vraie qualité à l'alimentation. Donc pour cela, j'ai choisi l'épice le plus proche de la médecine ayurvédique. Ce sont les Indiens qui nous ont ramené le basilic sacré, et ces polyphénols inhibent là aussi les enzymes et mobilisent le glucose hépatique avec une activité démontrée sur le diabète de type 2 dans le cadre de l'utilisation de la plante entière et des feuilles de façon remarquable. Le bilimbi est une plante à oxalate, donc une plante dont il faut avoir une consommation modérée, les plantes à oxalate étant justement néphrotoxiques. C'est une question de dose, et comme le carambole, il faut une utilisation qui soit relativement restreinte, mais malgré tout, cette plante, ce cornichon, j'allais dire, créole, apporte une activité hypoglycémiante, hypocholestérolémiante, et justement une possibilité d'amélioration complémentaire à ceux qui sont en prédiabète. Le ticanel est un grand classique aussi des régimes d'épices anti-diabétiques, euh, avec une utilisation des feuilles et des huiles essentielles, avec aujourd'hui une activité démontrée scientifiquement par sa preuve. Ici à La Réunion, nous avons les deux cannelles. Là, je vous ai présenté le petit cannelle qui est doux au goût, mais le gros cannelle, dont on utilise surtout les écorces, a aussi les mêmes propriétés. Et puis, bien évidemment, notre incontournable curcuma, safran pays, dont la curcumine n'a pas que des propriétés antidiabétiques, mais aussi comme anti-inflammatoire, un des meilleurs antioxydants, hypolipémiant et aussi immunomodulateur. Et cet usage est connu depuis très longtemps dans le diabète de type 2 et a fait l'objet de démonstrations. Comme le gingembre aussi, sont cette zazibéracée complémentaire avec surtout une activité anti-inflammatoire et aussi anti-émétique qui permettent de l'utiliser dans certains régimes, même chez la femme enceinte, donc une relative innocuité qui est intéressante. Et pour terminer, je vais vous donner quelques pistes de plantes aromatiques et médicinales qui ont fait l'objet justement d'inscriptions à la pharmacopée. Le cytis indien qui donne une magnifique floraison toute jaune lorsque c'est la saison, comme beaucoup de ces alpinés qui sont laxatives, mais aussi avec une activité démontrée, glybenclamide-like, et qui permet aujourd'hui de l'utiliser conjointement avec des traitements antidiabétiques. Et ça permet par exemple de faire diminuer les doses de médicaments pour éviter certains effets secondaires en utilisant conjointement justement ces plantes. Nous avons le titamarin blanc, plante qui a été inscrite à la pharmacopée par la Plavédome, avec une activité hépatoprotectrice et diurétique complètement, j'allais dire, sécure. Elle stimule la sécrétion d'insuline, elle active les récepteurs cellulaires et elle réduit l'hyperglycémie. C'est une plante qui est légèrement amère, et en même temps, on retrouve et on va faire un focus sur les plantes amères
lorsqu'on étudie les plantes de la phytothérapie. Et c'est aussi cet indice qui nous permet de chercher un peu plus activement les activités anti-diabétiques ou en tout cas hypoglycémiantes. Le piquant au sorné, inscrit à la pharmacopée, grand classique aussi des tisaneurs de la Réunion, qui sont friands de cette plante. Elle pousse très rapidement et elle est même envahissante. Les petits graines que vous voyez sont porteuses de crochets qui s'accrochent à vos pantalons ou aux chaussures et vont se disperser et donner donc des plantes qui sont envahissantes mais très utiles pour une activité anti-inflammatoire, antioxydante et hypoglycémiante. Le mûrier du Japon, de par ses feuilles, l'activité a même fait l'objet d'un médicament en complément alimentaire qui s'appelle la diabétine, et en Italie, le glycophyte ou le zuccarine, qui a démontré son activité conjointe dans un usage antidiabétique, avec une activité qui a été démontrée en clinique versus metformine et versus insuline, et donc une plante qui est une des plantes les mieux étudiées pour le diabète. Nous avons à La Réunion le bois d'hosto, bien connu de laboratoire Détroit, et qui a fait l'objet d'études extrêmement intéressantes pour la suffisance rénale. Et en effet, cette activité et sa richesse en acide chlorogénique a démontré son activité sur le diabète, comme anti-inflammatoire aussi. Et enfin, le jambon, là aussi, étude clinique et inscription à la pharmacopée, avec une activité démontrée qui a fait l'objet d'un complément alimentaire qu'on appelle à Madagascar le madéglucil et en Italie aussi le madéconcept. L'usage des médicaments, des plantes médicinales dans les compléments alimentaires est très développé en Europe, en particulier en Italie, en Allemagne. Un peu moins en France, ça commence à venir, mais c'est grâce à ces compléments alimentaires validés scientifiquement que l'on peut, j'allais dire, apporter un usage sécure aux patients. Et le jambon est celui qui fait l'objet, évidemment, depuis très longtemps, d'études validées scientifiquement. Petit rappel, la pulpe est riche en anthocyanes, comme la mûre qu'on a vue tout à l'heure, et améliore la microcirculation de la rétine, en améliorant aussi la vue, et donc pour les diabétiques, protège la dégradation de la rétine. Donc on pourrait dire que c'est une plante deux en un, avec d'une part les graines et les écorces qui sont utilisées comme antidiabétiques, et la pulpe des fruits pour les rétinopathies. Alors, pour ceux qui sont encore sceptiques de l'usage des plantes, je montre en général cette diapo, qui est une plante qui s'appelle le galéga, qui a donné une galégine à l'origine j'allais dire, de médicaments de référence du diabète de type 2, c'est-à-dire la metformine. Et souvent, lorsque les gens sont sceptiques à l'usage des plantes, ça arrive encore, et je leur dis que c'est ce médicament qui est le médicament de référence du diabète de type 2 et qu'il est issu de plantes et que d'ailleurs, dans toutes les fabacées, eh ben, nous avons en général des plantes qui sont utiles pour le diabète. Et la Réunion contient aussi dans sa flore du galéga, à l'origine donc de cette metformine, mais aussi une plante très intéressante qui s'appelle le bois de sable ou le chandelier rouge. Donc, elle a été inscrite à la pharmacopée pour ses propriétés antidiabétiques, hypocholestérolémiantes, et malgré son statut de plante qui est protégée, nous avons aujourd'hui des cultures de bois de sable qui donc donnent un avenir prometteur à son utilisation. Et c'est sur cette diapo justement très enthousiaste et avec beaucoup de promesses que je vais conclure en vous donnant éventuellement une biblio express des plantes qui ont été citées et des travails, mais n'hésitez pas à aller sur le site de la Plamédome
Et je remercie particulièrement, j'allais dire, Olivier pour son invitation. Merci beaucoup pour votre attention. Merci beaucoup, Claude, pour ce panorama très complet de la biodiversité végétale, des plantes médicinales et de leur utilisation qui se fondent sur des éléments quand même scientifiques assez forts, hein. Et j'espère que tout le monde est convaincu de leur utilisation. Euh, Peut-être une petite question, puisqu'on est dans le cadre de la Société française francophone d'athérosclérose. Tu as parlé à plusieurs reprises d'effets combinés à la fois hypoglycémiants et hypolipémiants. Comment est-ce que est gérée en fait la prise ou le conseil du pharmacien de manière simultanée ou alternative aux médicaments qui sont prescrits? Je pense par exemple aux statines. Dans quel cadre est-ce que tu leur conseilles telle ou telle plante? Alors, c'est une excellente question puisque c'est vrai qu'on n'a pas une plante, un symptôme ou une pathologie. C'est vrai que les plantes, comme les médicaments d'ailleurs, ont été validées souvent pour une indication, mais en fait, il y a aussi des retombées à côté. Et dans le cadre des prises en charge, il y a surtout la demande des patients sur les effets secondaires des statines. C'est un peu notre pratiquement le commun aujourd'hui, c'est de permettre aux patients d'avoir une alternative, mais surtout de réduire la dose de statine pour ne pas avoir d'effets secondaires. Donc pour cela, nous avons dans la liste qui a été montrée, qui est accessible sur le site, une plante remarquable, ou même plusieurs plantes remarquables à La Réunion, c'est celle du bois de pêche marron, le fameux bois de pêche marron qui est une plante commune aux Mascareignes, île Maurice et Réunion. Et cette plante a des effets sur l'hypercholestérolémie qui permet à des personnes qui ont des effets secondaires des statines qui peuvent aller jusqu'à l'arrêt de la statine, de pouvoir aussi avoir cette alternative et de pouvoir rapporter des analyses qui sont très correctes avec un usage quotidien, sécure et sans effet secondaire. C'est sa richesse en polyphénol, en fait, de cette plante qui donne ses propriétés. Et cette plante est aussi, j'allais dire, complétée par une deuxième plante qui est bien nommée, qu'on appelle le bois maigre à La Réunion. On a l'impression que la nature nous offre et le nom et l'usage. Et en fait, cette plante avait déjà été décrite par certains tradis praticiens comme étant efficace sur les plantes qui font donc perdre du poids, d'où son nom de bois maigre et aussi son aspect. Et vraiment dans le cadre des maladies métaboliques modernes, hein, moi personnellement que je nomme maladies de civilisation, on a la chance d'avoir des plantes qui sont anciennes d'utilisation donc pour d'autres raisons. Par exemple, à l'époque, on utilisait le bois maigre comme anti-infectieux et on retrouve en fait cette communauté d'utilisation entre les hyperlipidémies et les risques infectieux qui sont plus importants chez les personnes justement qui ont des maladies métaboliques ou qui ont de l'obésité. Et les anciens avaient compris en tout cas que ces plantes pouvaient servir dans ces deux indications. Et en effet, on retrouvera, et je pense qu'aujourd'hui c'est un axe de recherche très intéressant, beaucoup de plantes communes dans ce type d'indication. Et comment est-ce que toi, tu gères le patient qui vient te voir? C'est quoi le profil des patients? C'est des gens qui prennent déjà ce genre Ouais. de plantes et qui souhaitent avoir un conseil, ou c'est des gens qui ne peuvent plus supporter le traitement, ou est-ce qu'il y a une cohabitation possible entre le traitement médical classique et l'ajout de plantes? Et c'est vrai que nous avons ici une appétence particulière pour les plantes, hein. Rares sont les personnes qui ne prennent pas de plantes parallèlement à leur traitement. Mais on a de plus en plus, en fait, des médecins
des praticiens qui nous envoient leurs patients pour une évaluation de leur capacité ou de leur un entretien thérapeutique qui permet de faire une évaluation des traitements. Et avec la description des effets secondaires et la demande des patients en usage de plantes médicinales, on leur propose en fait de compléter avec les plantes médicinales, mais aussi c'est un moment qui permet de rappeler les conseils hygiéno-diététiques et l'hydratation. Donc c'est aussi une raison, par cette appétence à vouloir essayer en tout cas d'utiliser des plantes, de rappeler les conseils de base. Donc c'est une demande et des patients pour éviter par exemple des effets secondaires ou même tout simplement de pouvoir compléter leur traitement et des fois même de pouvoir diminuer les doses, puisque l'effet conjoint pour certaines plantes entre médicaments et de traitements phytothérapiques permet de réduire les doses et donc d'avoir moins d'effets secondaires. D'accord. Et juste peut-être pour terminer sur la composition, puisqu'on va aller dans les topos suivants sur la composition de ces plantes. Pour l'instant, les plantes hypolipémiantes, le composé actif n'a pas complètement été isolé Non, et produit, et c'est pas la même chose que les statines. non. Alors justement, il faut faire attention parce que souvent, on a des statines naturelles, en Oui. particulier dans la levure rouge de riz, mais en fait, on observe dans son usage les mêmes effets secondaires des statines. Donc, ce qui veut dire qu'en fait, il faut connaître la composition détaillée. Et cette composition détaillée, un vrai challenge parce que c'est une question en fait de moyens et de temps. On a aujourd'hui une course contre la montre pour pouvoir, avec des appareils d'analyse modernes, permettre de déterminer les molécules qui sont actives dans les plantes, comme elles le sont dans les médicaments. Mais on est confronté à la possibilité d'avoir souvent d'abord une composition d'une centaine de molécules. Et donc la preuve et les analyses donc de révélation des preuves scientifiques sont plus compliquées quand on a une seule molécule. Mais en tout cas, c'est l'objectif à atteindre. Et si on a déjà une appréciation des familles de molécules, eh ben, on a déjà avancé dans la connaissance de ces usages et la sécurité d'emploi. Bien, écoute, merci beaucoup. Je pense que chacun va développer un peu plus tard la stratégie pour aller justement jusqu'à l'identification de la ou des molécules qui sont actives Tout à dans les fait. différents extraits végétaux. Et encore merci pour ta présentation.